Bonsoir grand-père Tchefolon. Bonsoir Moussa. Bonsoir mes petits amis. Audancé. Ce soir, je vous parlerai d'El Hadj Oumar Tall. Grand-père Tchefolon, que fit-il ce El Hadj Oumar Tall? Et que fit-il dans notre histoire? El Hadj Oumar Tall, de son vrai nom, Omar Seydou Tall, fut un grand conquérant tout couleur du Tekrour. Il naquit dans le Fouta Toro, au Sénégal, en 1794. Et qui étaient ses parents? Le père de El Hadj Oumar Tall s'appelait Seydou Tall et sa mère Adam Thiam. Donc, El Hadj Oumar Tall descend d'une grande famille de lettrés et de chefs religieux. Son premier maître fut un certain Abdelkarim, un autre grand lettré musulman, originaire du Fouta Djallon, dans la Guinée actuelle, et membre de la confrérie Tidjania. À l'instar des explorateurs européens, El Hadj Oumar Tall entreprit plusieurs voyages à partir de 1827. D'abord au Soudan actuel Mali, il se rendit ainsi à Hamdalaye, où il fut bien reçu par Amadou Sékou, le chef de la Dina. Il séjourna un temps à Ségou et réussit, grâce à son habileté diplomatique, à convertir à l'islam le roi Mari Djara, dit Torokoro Mari, qui lui donna beaucoup d'or. J'ai parlé de ça l'autre jour, bien entendu. Ce dernier ne pouvait publiquement afficher sa nouvelle religion, étant donné que la religion d'État était l'animisme. Cela ne voulait pas dire que tout le monde devait être obligatoirement animiste. Il y avait des musulmans à Ségou, des mosquées à Ségou. Chacun était libre d'embrasser la religion de son choix. Bien sûr, sauf le roi, qui devait rester fidèle à la religion de ses ancêtres. Après donc ce détour à l'intérieur du Soudan, El Hadj Oumar Tall partit au Caire, puis à la Mecque où il réussit en 1828 le prestigieux titre d'El Hadj et celui encore plus prestigieux de calife de la confrérie Tidjania pour le Soudan, avec pour mission ultime de retourner islamiser le Soudan, actuel Mali, où l'animisme dominait. Sur le chemin du retour de la Mecque, El Hadj Oumar Tall séjourna de nouveau au Caire, étudia à l'université d'El-Azhar. Il se rendit ensuite chez le sultan du Bornou, dont il épousa la fille. Le sultan du Bornou lui fournit des troupes. Il arriva ensuite à Sokoto, à la cour du sultan Mohamed Bello, dont il épousa également la fille. Le sultan Mohamed Bello, à son tour, lui fournit également des troupes. Après ce périple, il retourna à Hamdalaye, chez Amadou Sékou. Ce dernier, comprenant ses intentions belliqueuses, le récit froidement. Après ce nouveau périple dans le Soudan, El Hadj Oumar Tall se rendit au Fouta Djallon, où l'imam de Fouta Djallon l'autorise à créer Inzaoua, qui est l'école de la confrérie Tidjania. Ce fut en 1848. El Hadj Oumar Tall partit ensuite au Djingaray où il prépara sa guerre sainte avec une armée composée de ses disciples appelés les talibés. Et d'où venaient ces talibés? Ils venaient de toute la bande sahélo-saharienne, dont la majorité convertie à l'islam. Quel genre d'armes utilisaient-ils? Les armes de l'armée d'El Hadj Oumar Tall étaient essentiellement composées d'armes légères qu'il achetait aux trafiquants britanniques établis en Sierra Leone. Plus tard, dans sa conquête des États du Soudan, il disposera d'armes lourdes, de canons et d'obus, dont un des serveurs était un certain Djaï, un ingénieur armurier, un métis originaire de Saint-Louis. C'est donc avec ces armes qu'El Hadj Oumar Tall, à partir de 1850, va se lancer à l'assaut du Soudan, sous la bannière de l'islam. Il occupa ainsi sans difficulté les territoires du Manding et du Bambouk dès 1854. Il s'attaqua ensuite aux Bambara Massassi du Karta et prit leur capitale Nioro en 1854.
En 1856, il annexa le royaume du Carta en réprimant sévèrement les révoltes. Tout cela au nom de l'islam? Est-ce qu'on a le droit de tuer des gens au nom de Dieu? Mon petit garçon, mon opinion est que non. Mais, malheureusement, les choses s'y sont passées comme ça. Et il faut que vous le sachiez. Pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, ne pas commettre les mêmes atrocités ou en être victime. Voulant se défendre contre l'armée coloniale française qui s'était engouffrée dans son sillage, El Hadj Omar Tall fit construire une fortification à Konyakari. En 1857, il déclara la guerre au royaume du Kasso en assiégeant du moins. Ce sont ses officiers qui l'obligèrent à attaquer les Français à Médine. J'ai déjà parlé de ce siège. Il échoua grâce à l'arrivée par le fleuve d'une troupe du général Faidherbe le 18 juillet 1857. Grâce à la puissance de feu de ses armes modernes et de ses canons européens, El Hadj Omar Tall écrasa entre 1858 et 1861 les royaumes de Ségou et du Carta. Après les batailles meurtrières de Walata, où il y eut plus de 90 000 morts, il entra à Ségou le 10 mars 1861, dont il confia le commandement à son fils Sékou Amadou. La chute de Ségou fut saluée à la fois par la presse parisienne d'abord et les oulémas de Rabat au Maroc. Pourquoi, grand-père? Tu le comprendras plus tard, mon garçon. Continuons notre causerie. Après donc la prise de Ségou, El Hadj Omar Tall partit à la conquête d'Amdalaï, la capitale du royaume du Massina. La ville tomba le 16 mars 1962, après 3 batailles ayant fait plus de 70 000 morts. El Hadj Omar Tall fut alors obligé de se réfugier dans les grottes de Degembéré, où il mourut le 12 février 1864. Son neveu Tidjane Tall lui succéda et établit sa capitale à Badjangara. Quant à son fils Amadou Tall, il régna à Ségou et fit face à la résistance des Bambara jusqu'à l'arrivée des Français en 1893. Merci, grand-père Tchefolo. Tout ça est dur à entendre. Très dur en effet, petit Moussa. Mais mieux vaut savoir ces choses-là pour ne pas avoir à les répéter. Ce sont toutes ces guerres intestines et au nom des causes qui ne nous regardaient pas qui ont facilité la pénétration coloniale française. Car la plupart des rescapés de ces atrocités totalement injustifiées ont fini par se joindre aux Français. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, mes chers petits amis. Demain sera un autre jour.